Bonjour, ici Andy de Santé Carnivore et j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir un auteur en entrevue aujourd'hui. Je parle de Alexis Auroch, l'auteur du livre Comprendre l'alimentation cétogène carnivore. Et ce qui est spécial, c'est que là, le titre est à l'envers, c'est plate. Ce qui est spécial, c'est que c'est le premier livre francophone qui traite du régime carnivore. Donc, bienvenue Alexis, content de t'avoir parmi nous. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir accueilli sur ta chaîne. C'est un plaisir. Parfait. Yes, excellent. Je voudrais savoir tout de suite comment t'en es arrivé à connaître le régime carnivore. Alors, au début, ça concernait surtout ma perte de poids. Je voulais perdre du poids, donc j'ai essayé un peu tous les régimes différents, euh, les classiques, hein, Weight Watchers, chrononutrition, rééquilibrage alimentaire. Il n'y avait rien qui fonctionnait sur le long terme. Et bon, de temps en temps, on entend parler de régimes un peu bizarres, un peu extrêmes, et on se dit que bah, justement, ça vaut pas le coup de se pencher dessus, mais au bout d'un moment, bah, il arrive un moment où justement rien ne fonctionne, donc on se dit bon bah on va peut-être tester ce qui a priori est bizarre. Tu sais, quand tout ce qui est logique ne fonctionne pas, bah t'essaies ce qui est illogique. Mhm. Et bah, étrangement, ça a fonctionné. Et je regrette pas du tout. Excellent. Puis, à part la perte de poids, est-ce que tu avais des problèmes de santé avant de débuter le régime carnivore? Alors oui, j'en avais plusieurs, mais en fait sur le coup, on pense pas que ce sont forcément des problèmes de santé. Pardon. La vieillesse. Voilà, c'est ça. Bon, bien sûr, il y a le poids. J'avais aussi très régulièrement, même tous les jours, des violentes brûlures d'estomac. OK. J'avais aussi depuis 2 ans des migraines de plus en plus violentes et de plus en plus récurrentes. J'avais aussi une douleur au pied. Au pied gauche, en fait, j'ai un pied beau c'est un pied qui a une petite déformation, qui avait été opéré quand j'étais petit, mais comme il n'est pas exactement pareil, on va dire qu'au bout d'un moment, je commençais à avoir des douleurs au niveau des tendinites en fait chroniques. Donc, bien sûr, avec tout ce qui est constipation, ballonnement, etc. Mais ça, on va dire que tout le monde en a, donc on se dit que c'est normal, tu vois. Ouais, ouais, en effet. Ben, moi, constipation, non, jamais. C'était plutôt Ah, l'opposé. l'un ou l'autre, on va dire. Exact. Euh, Puis, tu as perdu combien de poids sur le régime carnivore? Alors j'étais à 100,6 kilos, je crois, et je suis tombé à 76. Donc à peu près 24 kilos, oui. Ouais, ça fait peut-être un 55 livres pour ceux qui sont plus familiers avec les livres. Voilà, c'est ça. Et c'est Puis, énorme, hein. oui, oui, Quand quand même. faut se le représenter, faut prendre une plaquette de beurre et t'essaies d'en avoir 24 kilos et tu Ouais, vois, et tu fais ça sur toi et tu dis ah ouais quand même. ouais, puis en plus, tu as probablement pris un peu de muscle et un peu de masse osseuse C'est en ça, ouais. faisant un régime Sachant carnivore. que j'ai peut-être aussi perdu peut-être 2-3 litres d'eau aussi. Ouais, exact. Puis, tu as perdu ça sur une période de combien de temps? 2 ans. Mais en fait, on va dire qu'il y avait des paliers qui des fois duraient très longtemps. Donc on va dire que j'ai perdu par exemple 13 kilos les 3 premiers mois. Mais OK. après, pendant 7 mois, ça n'a pas bougé. Et ensuite, j'ai reperdu 10 kilos. Et ensuite, ça n'a pas bougé. J'ai repris 4 kilos parce que j'ai suivi de mauvais conseils pour ensuite reperdre à nouveau jusqu'à atteindre 76 kilos. OK. Puis, est-ce que tu as fait quelque chose en particulier pour débloquer les plateaux de perte de poids? Oui. Le premier plateau, hein, j'ai débloqué en passant en OMAD, donc en un repas par jour. Mhm. C'est-à-dire qu'avant, je mangeais 2 repas par jour, donc le midi et le soir. Et là, j'ai décidé de les regrouper, donc en gardant exactement la même quantité. Je n'ai pas mangé moins. J'ai tout regroupé le soir parce que c'est plus pratique. On dit souvent que le matin c'est mieux, mais bon, pour moi c'était plus pratique le soir. Et rien qu'en faisant ça, j'ai perdu 10 kilos de plus. OK. Excellent. Voilà. Et le deuxième plateau, c'était plutôt avec du jeûne un peu plus long. Je faisais des OK. jeûnes de tous 3 jours. En fait, c'est plus pour forcer le corps, parce qu'en fait, le corps, au bout d'un moment, n'a plus envie de puiser dans le gras. Et plus on s'approche, je pense, du poids de forme, plus il devient résistant. Mhm. Et du coup, je pense que ça, du jeûne plus long peut permettre de débloquer les quelques poids super, enfin, qui restent, et ensuite on mange normalement et on reprend pas de poids.
Ouais, faut penser que le gras sur le corps humain, c'est en quelque sorte sa batterie, c'est là qui stocke de l'énergie. C'est ça. Donc, il en a besoin à long terme pour affronter l'hiver, affronter la famine, la pénurie de nourriture. Donc, il veut pas nécessairement s'en débarrasser, là. C'est quelque chose qu'il veut garder. Et puis, tu as parlé que tu avais suivi des mauvais conseils qui t'avaient fait reprendre du poids. Est-ce que tu veux en parler un peu? En effet, à un moment donné, donc ça faisait 1 an que je perdais plus de poids. Enfin non, ça faisait pas 1 an. Là, ça faisait plutôt à ce moment-là, ça faisait 2 mois, 1 ou 2 mois. Et du coup, quoi que je fasse, j'ai testé les produits laitiers en mangeant moins de produits laitiers. J'ai testé, peut-être en mangeant un peu moins, un peu plus, rien ne marchait. Et sur un groupe, des personnes m'ont dit qu'il fallait manger plus de gras, que ça avait aucun impact, que ça augmentait le métabolisme de base. Sauf que, ouais, en fait, non. On va dire que oui, dans un certain sens, quand on vient de régime glucidique, mais quand on est déjà adapté depuis un bon moment, rajouter du gras sur du gras et se forcer à manger finalement bien au-delà de sa satiété, c'est pas forcément une bonne idée. Le corps va quand même stocker à un moment donné. Ce qui d'ailleurs est assez logique parce que d'un point de vue évolutionniste, si on part du principe que l'homme de Cro-Magnon ne mangeait pas de glucides, ou très très peu, Mhm. il était pas pour autant rachitique, hein, il avait quand même du gras sur lui. Oui, ça lui prenait du gras pour faire Voilà, sa travail l'hiver. voilà, donc il fallait bien que ce gras vienne de quelque part à un moment donné. Donc c'est bien que peut-être à certains moments, il se faisait des gros banquets de mammouth. Il prenait peut-être un peu plus de poids, et ensuite, enfin, ça se stabilisait, mais il y avait toujours une petite masse de graisse, quoi, entre 15 et 20% en fonction de si on est un homme ou une femme. Mais il y a toujours un peu de gras. Et s'il mangeait pas de glucides, c'est bien qu'il venait s'amener quelque part. Donc dire qu'il faut manger du gras à fond, sans, sans vraiment se limiter, je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il faut manger gras, c'est nécessaire, mais il ne faut pas manger au-delà de ses besoins, Mhm. qui sont Ouais, variables en fonction de chacun. ouais, bien d'accord. Moi, la seule exception que je mets là-dessus, c'est quand quelqu'un démarre le régime. Si, si ça peut l'aider à rester sur le régime, à pas tricher, pas sortir du régime, de bien manger à sa satiété là, pour éviter Oui. les tentations, là. Après, il faut noter aussi que quand j'avais grossi, j'avais mangé au-delà de ma satiété. Justement, je trouve que la satiété est un bon régulateur. Et comme tu le dis au début, justement, au début, on n'a pas les repères. On ne sait pas vraiment ce qu'est la satiété. Donc, vaut mieux des fois, c'est d'ailleurs ce que je conseille souvent, de se forcer pendant au moins les 2 premiers mois et ensuite adapter, parce que là, on commencera vraiment à connaître son corps. Mhm. Moi aussi, je le vois. Je fais souvent du OMAD comme toi, mais plus souvent, je mange 2 repas par jour. Puis la raison, c'est que le moment de la journée où que j'ai le plus envie de manger, que j'ai le plus faim, c'est à l'heure du dîner, c'est le midi. Puis le soir, quand viennent mes enfants, ben, je veux manger avec eux. C'est moi qui leur prépare la nourriture. Donc, je remange une deuxième fois, même si j'ai pas réellement faim parce que j'ai mangé amplement à l'heure du dîner. Donc, quand je fais ça, oui, j'ai tendance à prendre un petit peu de poids parce que justement, je mange au-delà de ce que j'ai. C'est rendu de la gourmandise, rendu là. Oui, il faut faire attention. Puis il faut faire aussi attention, je pense, aux ce que j'appelle les viandes très denses, c'est-à-dire tout ce qui est fromage ou charcuterie, parce qu'on peut manger très rapidement beaucoup, sans vraiment s'en rendre compte, et c'est assez appétant. Alors moi, j'en mange beaucoup aussi, mais voilà, je pense qu'il faut rester sur le plus brut possible, le ruminant de préférence, et se Mhm. faire plaisir, bien sûr, à côté. On peut toujours manger de la charcuterie, du fromage, mais faut faire attention à bien comprendre que c'est les ruminants avant tout, quoi. Je reviens au problème de santé que tu avais avant le régime carnivore. Est-ce que tout ça, ça a été réglé? Oui, euh, j'ai plus de tendinite qui commençait, ouais, j'en avais depuis 2 ans aussi. Ça commençait à faire vraiment mal. Quand je marchais, même sans marcher, des fois j'avais mal. Et là, ça a totalement disparu. Les brûlures d'estomac, alors ça, j'en avais depuis des années, vraiment longtemps. Et aussi, ils ont totalement disparu. Les brûlures. J'ai pas du tout de constipation. Et les ballonnements aussi, ça n'existe plus. Et si je prends un autre exemple autour de moi, ma mère, par exemple, qui était diabétique, donc elle avait autour de 1,30 de glucides, enfin de glycémie. Maintenant, elle n'est plus du tout, elle est à 0,8 et son hémoglobine glyquée est à 4,6%. Donc c'est très très bas, hein. Et elle avait aussi du psoriasis. Donc je crois que tu en avais parlé dans tes vidéos.
Donc c'est une maladie auto-immune, hein. Donc au Ouais. bout de 3 mois, plus rien du tout. Elle a toujours des Ouais. maladies, elle a toujours des problèmes de peau qu'elle a toujours eu depuis petite, mais en tout cas, ça a disparu. Et maintenant, elle teste d'autres façons de manger pour voir si elle peut réussir à débloquer tout le reste. Excellent. Puis toi, est-ce que tu penses faire un retour en arrière à quelque part ou juste être plus flexible dans ton approche carnivore en ayant atteint tes objectifs de poids? Non, parce que dès qu'on a compris comment fonctionne le carnivore, les bienfaits, qu'on les constate, c'est vraiment difficile de retourner en arrière. On se dit que avant, ce que j'appelle moi un régime de bonbons. Les féculents, les fruits, tout ça, ce sont des sucreries dans un emballage différent et un marketing plus efficace. Mais au final, ça reste des glucides. Et les glucides, c'est du sucre au final. Donc, me dire que j'étais malade à cause de tous ces sucres, que je me suis enfin guéri, que j'ai devant moi toute la vie en bonne santé, mais que pour des raisons sociales ou autres, il faudrait que je revienne à un régime de bonbons, non. Je pense que j'aurais OK. beaucoup de mal. Alors après, ça ne veut pas dire que de temps en temps, de manière très épisodique, je me fasse pas un plaisir. En mai dernier, je me suis mangé une gaufre Nutella chantilly. Tu vois. C'est pas carnivore, hein. Mhm. Mais bon, c'est pas tous les jours non plus. C'est pas non plus, je suis pas non plus sectaire. Donc, de la même manière qu'une personne boira peut-être un verre d'alcool de temps en temps, elle considère pas pour autant que c'est bon pour sa santé. Voilà. Donc, moi, c'est pareil avec une gaufre ou voilà, avec une sucrerie diverse. Mais j'en prends vraiment très 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 peu. J'évite au maximum. Il faut vraiment que ça reste exceptionnel. Ouais, je trouve que c'est un point intéressant. C'est pas un régime idéologique, là. Si quelqu'un déroge de son régime carnivore, ça fait pas de lui quelqu'un qu'on renie parce qu'il n'est Voilà, plus c'est ça. carnivore, parce qu'il est triché, là. C'est loin de là. On n'excommunie pas quelqu'un parce qu'il il a Non, dérogé. voilà, c'est exactement ça. Quelqu'un de vegan qui mange de la viande une fois de temps en temps, ben, ça passe moins bien. Oui, C'est mais plus c'est vraiment pas la un même vegan. approche. Les véganes, eux, justement, c'est la moralité. Donc, finalement, comme dire, toutes les religions, c'est la moralité. Si tu déroges de la moralité, t'es quelqu'un de pas bien. Mhm. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est la bonne santé. Et c'est parce que tu as fait un écart de temps en temps que tu vas en mourir. Par Ouais. rapport aux gens qui mangent des gaufres tous les jours, enfin, quand on mange des pâtes, c'est comme manger des gaufres tous les jours, hein. Bah, c'est rien de manger une fois de temps en temps. Et ouais, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, enfin, voilà, c'est l'idée. Donc, Bah, t'es la seule personne à en subir les conséquences d'avoir fait un voilà. écart. Donc, Ouais, 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 c'est ça. C'est ce que je voulais dire, c'est que je suis pas contre que les gens mangent des végétaux. Ce que je veux surtout, c'est qu'ils soient conscients de ce qu'ils mangent. C'est-à-dire que ingurgiter du poison, c'est une chose, mais il faut le faire en connaissance de cause. mhm. Ce que j'aime pas, c'est quand on dit aux gens, faut manger des fruits parce que c'est bon pour ta santé. Pour moi, c'est faux. Donc, tu as le droit de manger une banane si tu veux manger une banane, pourquoi pas. Mais que tu le fasses pas parce que tu penses que ça va t'apporter du potassium, parce que c'est bon pour des vitamines autres, enfin bref. Non, c'est parce que c'est une sucrerie que ça te fait plaisir. Ouais, je suis là-dessus totalement d'accord. J'ai aucun problème à ce que les gens mangent les brocolis, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se forcent à manger certaines choses dans l'optique d'être en santé. Oui, Puis, mais d'ailleurs, tu me donnes un brocoli à un enfant de jeune âge, il a du mal des fois, hein. Les ouais. épinards, etc., c'est connu, hein. Par contre, tu donnes du steak haché, je connais pas beaucoup d'enfants qui disent non. Ah, mes enfants aiment bien le bœuf haché. Le brocoli, ils en mangent un peu, mais j- maintenant, je les force pas à manger leurs légumes, là. S'ils mangent les légumes, c'est parce qu'ils veulent les manger. Ils en mangent pas tant que ça. Voilà. Euh, Sinon, tu en as parlé un petit affaire là, au niveau de retourner en arrière pour être plus dans être pour que ça passe mieux au niveau socialement. Est-ce que toi, tu sens qu'il y a des préjugés par rapport à faire un régime carnivore? Est-ce que tu as des anecdotes à raconter là-dessus? Des préjugés, oui, il y en a toujours. Les gens pensent toujours qu'on va se détruire les reins, qu'on aura les artères bouchées, que la viande c'est que des protéines et qu'il n'y a pas de vitamines ou de minéraux. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a qui pensent que j'aurai peut-être des crises de gouttes. Euh,
Aussi l'acidification de l'organisme qui me fait toujours beaucoup rire, ou encore la Ouais. carence en fibres. Ah, ça aussi, ça me fait beaucoup rire. La carence dans quelque chose qu'on n'assimile pas, c'est quand même fort quand même. On a réussi à faire gober ça aux gens, hein. Mais après, je dirais que dans la vie réelle, les gens sont sceptiques, mais curieux, parce que quand même, ils te connaissent en général, et ils disent peut-être que tu es bizarre, mais qu'il y a quelque chose, tu vois. Alors, sur Internet, les gens sont beaucoup plus agressifs en général, et ils ont du mal, beaucoup de mal. Mais oui, après, comme je dis souvent, on me dit souvent justement que c'est dur au niveau social, mais j'ai tendance à dire, qu'est-ce qui est le plus dur, de manger de la viande et d'être un peu bizarre, ou d'être obèse et malade? Honnêtement, au niveau social, je préfère être mince et en bonne santé, même si les gens trouvent que je suis bizarre. Pas grave. Je suis bien de cet avis aussi. Euh, Qu'est-ce que tu dis aux gens qui sont intrigués, mais qui osent pas l'essayer de faire un régime carnivore? Hein, je pense que, en général, la plupart de ceux qui commencent sont ceux qui ont essayé plein de méthodes différentes et qui sont arrivés à un point où ils ont vu quand même que leur santé se dégradait. Alors, bien sûr, l'idéal, c'est de le faire le plus tôt possible, mais j'aurais tendance à dire, dans ces cas-là, peut-être simplement augmenter la viande. De toute façon, de toute manière, en augmentant la viande, on va augmenter la satiété et petit à petit, on aura tendance à manger moins d'autres choses. Donc on peut y aller aussi progressivement comme ça. Et moi aussi, par exemple, moi j'étais très sceptique au début. Je dis bon, je vais tester, mais j'ai pas non plus envie de me tuer. Donc j'ai fait des analyses de sang au début, et ensuite j'en ai fait au bout d'un an. Ma mère a fait pareil au bout de 6 mois, et après encore au bout d'un an. Et quand on voit que tout ce qu'on nous dit sur les reins, le foie, le bilan lipidique, etc., de positif, euh, s'applique réellement, enfin on constate réellement, c'est là qu'on commence à être vraiment convaincu. Entre la perte de poids, l'énergie retrouvée et tout qui s'améliore. Oui, d'ailleurs, la santé qui s'améliore, ma mère a aussi une stéatose hépatique, donc un foie gras, et elle l'a plus. Les confirmé par échographie. Oui, c'est assez. C'est- on a envie de dire que c'est miraculeux, mais au final, c'est pas miraculeux, c'est juste normal. Ouais, c'est juste C'est logique, c'est normal juste qu'on que. soit comme ça. C'est la Exactement. logique des choses. Tout ça s'explique pas juste par la science, mais aussi par l'anthropologie aussi, hein. Par exemple, pour le foie gras, aucun éleveur donne du gras à un canard pour faire du foie gras. Il lui donne Ouais, des céréales, et dans l'Antiquité, c'était des fruits. Donc en fait, il donne du fructose, ça a toujours été le cas. Donc pourquoi on serait différent? Nous aussi, on fait du foie gras avec du sucre. Mais justement, il y a beaucoup de médecins qui pensent encore gras égale gras. Donc en mangeant du gras, on fait du gras. Bah non, c'est parce que ça marche pas comme ça malheureusement. mais même chose dans l'élevage du bœuf, pour donner un bœuf de grande qualité, qui est bien Mm. gras, qui est bien persillé, on leur donne du maïs, on leur donne du grain C'est ça, voilà. pour justement qu'ils engraissent le plus vite possible. On leur donne pas du gras non plus, là. Et même les animaux élevés à l'herbe, des fois, les 3 derniers mois, il est bourre de maïs pour les faire engraisser, parce qu'ils Ouais, sont pas assez gras. ouais, exact. C'est comme ça qu'ils réussissent à faire. Ben, ils- ça fait partie aussi de la qualité ça dépend toujours de la perspective qu'on regarde le bœuf, là, mais Mm. tout ça, le persillage, tout ça, ça fait partie de la qualité. Sinon, tu as abordé aussi le fait que les gens pensent que c'est dangereux au niveau des reins, au niveau de l'acidité, au niveau de la carence en fibres. Qu'est-ce que tu leur réponds dans ce temps-là quand ils ont ces craintes-là? Est-ce que tu leur expliques? Est-ce que tu leur confrontes un peu? Alors pour les reins, je leur explique en fait que c'est no- c'est normal, enfin, c'est le boulot des reins en fait de filtrer les protéines. Quand il y a trop de protéines, ça passe par les reins, c'est normal. Ça, c'est leur travail, tout comme c'est le travail des poumons d'absorber de l'air, ou du cœur d'absorber du sang. Euh, Quand on fait du sport, une personne qui a un problème de cœur ou de poumon, s'il fait du sport, oui, il aura des soucis. Il risque un malaise, il risque des problèmes, il risque peut-être même la mort. Et dans ces cas-là, ces personnes-là, on leur dit de ne pas faire de sport. Quelqu'un qui a, je crois que c'est la mucoviscidose pour le poumon, oui, il aura du mal à faire du sport, mon ami. Pareil pour quelqu'un qui a un problème cardiaque. Euh,
Est-ce que pour autant c'est la faute du sport, c'est la faute de l'air ou c'est la faute du sang? Non, c'est parce qu'il y a un problème sous-jacent qui existait déjà et qui a été révélé par cette intensité supérieure. C'est pareil pour les reins. Le fait d'avoir des reins qui dysfonctionnent parce qu'on a mangé des protéines en plus grande quantité, c'est pas à cause des protéines, c'est parce qu'on avait probablement des reins qui étaient déjà abîmés. Souvent d'ailleurs, généralement par les glucides et l'insuline, qui ont tendance à abîmer fortement les reins. D'ailleurs, c'est la première cause de dialyse et de l'insuffisance rénale, c'est la consommation excessive de glucides. Par contre, une personne qui a des reins normaux n'aura pas de problèmes rénaux en augmentant les protéines. Moi-même, et puis c'est le cas aussi alors, je crois que ma mère a dû faire pareil, et puis d'autres personnes qu'on voit souvent sur les groupes, hein, qui font des analyses. J'ai fait des analyses avant-après. Alors, mon débit de filtration glomérulaire, je crois que ça se dit comme ça, donc c'est la performance des reins, Mhm. a augmenté. C'est-à-dire qu'avant, c'était à 90, sachant que 90, c'est la limite. Après, en dessous, on considère que c'est un peu insuffisant, et je crois qu'en dessous de 60, c'est l'insuffisance rénale. Donc, j'étais à 90, donc c'était à 31 ans, donc j'étais encore bon, mais vraiment à la limite. Et en mangeant quasiment 2 grammes de protéines par kilo de poids, donc 150 grammes à peu près de protéines par jour, ce qui fait à peu près 750 grammes de viande, en moyenne, hein, parce que je mange des fois plus. Hein. Je suis passé à 114, 115, donc les performances ont augmenté. Alors après, c'est un peu comme le sport. Quelqu'un qui fait beaucoup de sport aura peut-être le cœur qui va grossir, parce qu'il va s'adapter, il va devenir plus performant. C'est pareil pour les reins. En mangeant plus de protéines, il est possible que les reins prennent en volume, mais tout simplement parce qu'ils deviennent plus performants, pas parce qu'ils deviennent malades. Oui. Voilà. Et pour les fibres, alors ça c'est un gros sujet ça. J'ai Euh, pas osé encore aborder ce sujet-là sur ma chaîne parce ouais, que il y a il y a tellement d'arguments tellement, à contrer. il y a tellement de choses à dire sur le sujet, je vais devoir faire beaucoup de vidéos. Ouais, ouais. Mais oui, enfin, il faut surtout se dire que les fibres, ce sont des glucides qui ne sont pas assimilables. Alors, ce qui est bien, c'est que les Canadiens, eux, ils savent en général que ce sont des glucides parce que vous les indiquez dans vos glucides et Ouais, justement, vous devez les extraire pour calculer les glucides nets. Alors qu'en Europe, ils sont déjà extraits. Donc, les gens ne ok. savent pas forcément que ce sont des glucides. Donc, oui, ce sont des glucides, mais ils sont non assimilables. Un peu comme un édulcorant, si on veut. Et encore, les édulcorants, des fois, ils sont en partie assimilables. Euh, Bah, moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est la terre. C'est comme si quelqu'un mangeait de la terre et disait la terre, ça n'a aucun rapport nutritionnel. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste s'encombrer le système digestif. C'est comme ça d'ailleurs qu'il peut y avoir de la constipation. Il y a les bactéries qui vont aussi vouloir digérer une partie, qui vont après faire des gaz, donc ça va faire des ballonnements. Donc ça dépend justement si c'est des fibres qui ne sont pas solubles ou solubles. Mais ça apporte rien en fait. Ça apporte juste des déchets en plus. Quand on enlève les fibres, tout à coup, on a le ventre plus plat, on se sent beaucoup mieux, on a beaucoup moins de problèmes digestifs et bah, on peut pas avoir de carence dans quelque chose qu'on digère pas de toute manière. Il n'y a absolument rien d'intéressant dans les fibres qui ne puissent pas être absorbées ailleurs, enfin utilisées avec un autre, enfin récupérées avec un autre aliment, quoi. Le le seul argument que je trouve qui se tient le plus, c'est l'idée que les bactéries peuvent digérer les fibres solubles et les transformer en acides gras à chaîne courte, ce qui serait bénéfique pour le côlon. Hmm, Mais mais il y a d'autres façons d'arriver à faire ça. Quand les gens ouais, parlent de cet argument-là, ils parlent pas qu'il y a d'autres façons d'arriver au même résultat. bah, j'en parle d'ailleurs dans mon livre. D'ailleurs, je sais pas, du coup, t'as pas dû peut-être arriver jusqu'aux fibres. Je suis rendu environ à la moitié du livre. Je suis pas rendu aux fibres. Voilà. Donc en fait, oui, en effet, c'est vrai, les bactéries, quand elles digèrent les fibres solubles, elles font des acides gras volatiles qui après vont sur les parois de l'intestin et auraient un effet bénéfique et protecteur. Ce qu'il faut, j'ai mis qui gratte. Ce qu'il faut savoir, c'est que les parois, alors je crois que ça s'appelle les colonocytes, les cellules qui sont sur les parois, vont récupérer ces acides gras et vont les transformer en cétones. En Mhm. fait, elles font plus du elles font rien de moins que du cétogène, mais seulement sur l'extérieur en fait, enfin sur la partie en contact en fait de l'intestin. Mais ces cétones, on en produit déjà beaucoup en alimentation cétogène. Et en plus, ça irrigue tout l'intestin avec les vaisseaux sanguins. Donc non seulement on en fait plus, mais elles sont réparties partout.
Donc en fait, cet effet protecteur, on l'a déjà en alimentation cétogène. Et il est total, alors qu'il est partiel avec des fibres, alors même que des fibres peuvent créer des ballonnements et d'autres soucis. Donc en fait, ça n'a aucun intérêt. Ouais, les fibres vont être irritantes sur le système digestif, un peu comme si ça venait graffiner la Voilà, c'est ça. paroi, mais à la fin, il y a un bienfait qui vient compenser, entre Ouais, mais guillemets, il compense pour... quelque chose de négatif, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Sauf une Mais, personne en régime glucidique, justement, mais une personne en régime cétogène n'a pas besoin. ouais, exact. Mais c'est ça, c'est ces acides gras à chaîne courte, tout ça, ces cétones, on peut les avoir avec le régime cétogène. On en retrouve également dans le beurre. Euh, il y a aussi la possibilité, il y a d'autres nutriments qui peuvent être fermentés, comme le collagène aussi, qui a un haut potentiel fermentestible, je ne sais pas ça du mot exact, Mm. qui peuvent produire ça aussi dans le côlon. Moi, j'ai le syndrome du côlon irritable, puis je vois une différence avec la consommation de collagène. Ça m'aide vraiment dans mon régime carnivore également, là. Ouais, le collagène, c'est important. Ça aide aussi beaucoup sur tout ce qui est la peau, par exemple. On Ouais, dit souvent, par exemple, il y en a beaucoup qui pensent que le scorbut vient, par exemple, d'un déficit en vitamine C, ce qui ce n'est qui n'est pas pas totalement vrai. exact. Voilà, c'est ça, c'est pas totalement vrai. C'est plutôt un déficit en collagène. Ouais. Parce que ça, pour ceux qui ne savent pas, mais j'ai fait une vidéo sur le sujet, mais ça prend de la vitamine C pour fabriquer du collagène. C'est ça, Mais on peut également manger du collagène. Euh, exactement. donc, D'ailleurs, dans l'armée napoléonienne, on utilisait par exemple, dans les grandes campagnes, par exemple, il y avait aussi du scorbut, hein, parce qu'on dit souvent qu'il y a mhm, du scorbut sur les navires et qu'ils mangeaient du citron. Mais dans les grandes campagnes militaires européennes, il arrivait aussi qu'il y ait du scorbut et on utilisait des animaux comme un cheval pour sacrifier pour nourrir l'armée et le scorbut disparaissait. C'est tout ouais, simplement un problème de malnutrition. Si on a ni vitamine C ni viande parce qu'on mange par exemple que des féculents, on a le scorbut. D'ailleurs, je crois que j'avais vu un article, apparemment il disait que il y avait à nouveau le scorbut au Canada. ah, ben, je pense, il y a eu un article dans le journal par rapport à ce sujet-là, parce que à cause de l'inflation, les gens se sont mis à mal manger, puis à plus manger assez de fruits et légumes. Et peut-être Puis trop de là, féculents. mais je pense pas qu'il y ait vraiment eu de cas de scorbut. Je pense qu'ils ont juste Oui, je voulu pense que faire du ça. sensationnalisme Oui, bien avec sûr, ce c'est du sujet-là. sensationnel, mais bon, ça m'a fait un peu rigoler parce que je pense que si ça devait être le cas, je pense pas que ce serait à cause de la viande. Non, ça, avoir le scorbut, c'est quand même assez difficile, là. C'est un cas assez extrême, là. Il faut vraiment être très en carence Très de mal vitamine nutrifié, C. ouais. Euh, Fait que, puis en effet, le seul point que pourrais voir qu'on pourrait avoir le scorbut sur un régime carnivore, ce serait quelqu'un qui mangerait juste de la viande très très cuite parce que la vitamine C est Oui, c'est sensible à la possible. chaleur. Ça dénature beaucoup de cuire trop sa viande. L'idéal, c'est de cuire juste la surface, Ouais. si possible. Quelqu'un qui mangerait beaucoup de poulet, par exemple, ben là, il a fait toujours pré-cuire et Oui, quoi, comme le porc ou l'agneau, on a tendance à plus cuire. Mm. ouais. Ben, le porc, moi, je le mange assez saignant quand même aussi, là. Bah, surtout qu'il faut se dire que la plupart des germes qui, euh, qui peuvent être toxiques, en fait, c'est souvent sur la surface. D'ailleurs, quand on fait de la viande maturée, on peut des fois la faire durer à 10, 20, 40 jours. En fait, on voit que tout le dessus devient blanc et colonisé, mais par contre, à l'intérieur, la viande, elle, est saine. Donc, J'ai c'est déjà pour ça fait que, vieillir du bœuf 90 jours. voilà. Donc, 90 jours, c'est pas mal, hein. Donc, voilà, il faut se dire que c'est la surface. Donc, si on fait bien cuire la surface, normalement, on détruit tout ça. Il n'y a pas trop de risques. Oui. Bon, j'en arrive à la grande question. Alexis, pourquoi tu as écit un livre? D'où fait partie cette idée de projet-là? Parce que c'est pas rien quand même comme entreprise. Bah alors, j'ai l'habitude de beaucoup aider les gens sur internet. Parce que comme j'ai eu des soucis, que je vois que ma mère, ma sœur étaient en visite morbide, etc. Quand je vois les gens souffrir comme ça et je me dis qu'il y a une solution, ça me gêne de me dire bah je la connais mais je dirai rien parce que c'est mal vu. Donc non, je voulais parler. Donc je vais souvent sur plusieurs groupes, je parle un peu de
que je fais et j'essaie de conseiller les gens. Alors, il y a beaucoup d'agressivité, malheureusement. Beaucoup de personnes sont réfractaires. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont intéressées. Et j'ai voulu créer un guide parce qu'il y a quand même beaucoup de questions qui reviennent souvent. Les reins, qu'est-ce qu'il faut manger, le cholestérol, ça fait peur. Donc, j'ai voulu créer un guide. Au début, c'était un guide PDF gratuit à mettre sur ces groupes-là. Mais ces groupes, finalement, c'est pas beaucoup de personnes. Donc, je voulais que quand même l'information puisse être accessible à tout le monde, notamment à ceux qui n'ont pas accès forcément aux réseaux sociaux. Par exemple, dans le cas de la fracture numérique, personnes âgées, par exemple, ou même des personnes jeunes, des fois, voilà, ou qui savent tout simplement pas que ça existe. Un livre, c'est beaucoup plus facile à partager. Une personne qui dit ah j'ai vu un livre qui est bien, si tu veux je peux te l'offrir ou je peux te le prêter et du coup l'information peut se véhiculer beaucoup plus facilement. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le publier pour qu'il puisse atteindre le maximum de personnes. Ouais, c'est vraiment une très belle initiative. Moi-même, j'ai l'intention de partager ce livre parce que je dois dire que dans mon entourage, dans ma famille, je suis le mouton noir, évidemment. J'ai personne de proche de moi qui fait un régime carnivore et pourtant les gens sont en mauvaise santé et ne savent pas Mmh. quoi faire avec ça. Donc, c'est vraiment quelque chose après avoir terminé de lire, que j'ai l'intention de partager à mon entourage. J'ai plusieurs personnes de la famille qui sont pas autant à l'aise à lire en anglais. Il y a quand même plusieurs livres déjà disponibles en anglais, mais Oui. là, qui est enfin un bon travail fait en français, je trouve ça extraordinaire et pour ça, je t'en remercie, Alexis, là, parce que je trouve ça vraiment bien qu'on ait cet outil-là. Euh, Sinon, à part ça, en France, là, j'en ai parlé un peu. Moi, je suis le mouton noir de ma famille parce que je suis carnivore. En France, comment c'est perçu dans ton entourage, mais aussi au global, le régime carnivore? Est-ce que, on a parlé un petit peu plus tantôt, mais au niveau comme moralité, quoi que ce soit, est-ce qu'il y a des enjeux par rapport à ça? Ah, le régime carnivore est très 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 peu connu en France, notamment parce qu'il n'y a aucun ouvrage dessus, enfin à part celui que je viens d'écrire. Et bon, déjà, c'est un régime cétogène. Rien que le régime cétogène, déjà, commence à être connu, on va dire de nom, mais la plupart des gens ne savent pas ce que c'est et pensent souvent que c'est dangereux. Oui. Donc, un régime carnivore où là, on te montre que du steak haché dans une assiette, ils sont. Ouais, c'est très peu connu et en général, quasiment toutes les personnes à qui j'en parle ne connaissent pas en fait. Je connais personne qui connaît vraiment le régime carnivore, donc je dirais pas vraiment qu'ils ont des avis dessus, je dirais plutôt qu'ils ont les avis réflexes. C'est-à-dire que quand tu leur parles pour la première fois de carnivore, vu qu'ils connaissent pas, ils disent tout de suite que des protéines, attention pour les reins, attention pour le cholestérol. En fait, ils ressortent tout ce qu'on leur a rabâché toute leur vie et toutes les raisons qui font qu'eux-mêmes ont réduit leur viande de plus en plus. Par exemple, pour montrer justement ce que pense la France, il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était le mois dernier, j'entendais sur France Info, donc à la radio, donc c'est une chaîne de l'État, les recommandations étaient 250 grammes de viande par semaine. Donc quand tu divises ça par 14 repas, C'est vraiment peu. je sais plus combien ça fait, 30 grammes, un truc comme ça, c'est juste une blague quoi. Pour nous, c'est une collation. Mais ouais, non, ouais, c'est ça, c'est la cerise sur mon gâteau de steak haché quoi. Et ouais, c'est ahurissant, surtout quand on regarde par exemple l'ANSES, qui est l'organisme de santé français, qui euh, nous dit ce qui est bon pour la santé. Ils nous recommandent 2 grammes par kilo de poids de protéines. Alors ils disent entre 0,8 et 2,2 de mémoire. Alors savoir que 0,8, il y en a souvent qui pensent que c'est la recommandation. Non, 0,8 c'est la limite de carence. C'est le minimum de l'intervalle. Entre 0,8 et 2,2, voire plus quand on est âgé. Donc, ou sportif. Donc moi souvent on prend 2 en carnivore. En 1,5 minimum on va dire, jusqu'à 2. 2 grammes de protéines. Mais une personne qui lit ça, qui dit qu'il faut 2 grammes de protéines, et de notre côté, on lui dit qu'il faut manger 30 grammes de viande par repas. Mais comment il va réussir à manger ces 2 grammes de protéines? Surtout que, par exemple, si on prend du blé, je crois qu'il y a 80% du blé, c'est du gluten. Le gluten, c'est une lectine, c'est une toxine qui n'est pas assimilée. Donc en fait,
si on lit le paquet de pâtes, par exemple, on prend les protéines, on enlève 80% pour savoir ce qui reste vraiment. Et encore faut-il encore que les protéines qui restent soient pas d'autres lectines qui sont potentiellement non assimilables. Donc en fait, avec des végétaux, déjà atteindre 0,8, bon courage. Après atteindre 2 grammes, bah non, c'est comme ça qu'après on a de l'ostéoporose, des problèmes de peau, des problèmes de muscles, etc. avec l'âge, parce que tout simplement on mange pas assez. C'est incohérent ce qu'ils nous disent. Ben, l'ostéoporose, un os, c'est environ 50% de protéines. Donc, les gens souvent vont penser à Mm. vitamine D, calcium, fer, etc. Mais les protéines sont très importantes aussi dans les os. Oui, c'est exactement ce que je dis dans le bouquin. On pense souvent que c'est le calcium. En fait, moi je donne l'image d'un bâtiment en fait. Tu prends un bâtiment en béton. Donc je dis que le béton c'est le calcium, mais pour tenir ce béton, il faut des armatures. Mhm. Mais les armatures, sont les protéines. Si les armatures se mettent à rouiller, à s'effriter et à disparaître, qu'est-ce qui va rester de ton bâtiment? Lui aussi va s'effriter et disparaître. Tu auras des pertes de calcium, non pas parce que tu manges pas assez de calcium, mais parce que tes armatures, donc tes protéines, sont insuffisantes pour pouvoir les agripper, quoi. Donc en effet, c'est souvent un manque de protéines qui cause l'ostéoporose, et absolument pas un manque de calcium. Alors, il faut aussi du calcium, bien sûr, mais souvent, c'est pas parce qu'on mange pas assez de calcium. Oui, bien d'accord là-dessus. Euh, Sinon, je me demandais au niveau du livre, est-ce qu'il y a quelque chose, un sujet que tu es particulièrement fier d'avoir travaillé dessus? Il y a peut-être un sujet qui était plus difficile à aborder. On va dire que j'ai creusé certains sujets plus que d'autres parce qu'on va dire qu'ils sont plus sensibles. Je pense que celui qui me semble le plus intéressant, il y en a plein d'intéressants dedans, mais le plus intéressant, c'est tout ce qui concerne le cholestérol et maladies cardiovasculaires, parce que beaucoup de gens pensent que le cholestérol est nocif et que manger des matières grasses saturées, c'est nocif, qu'on va se boucher les artères, etc. Donc, ouais, il y a au moins 30 ou 40 pages, je sais plus, dessus. Donc, c'est un gros morceau qui explique ce que c'est que le cholestérol, les HDL, les LDL, etc. Tu as dû le lire, tu as lu la moitié, je Oui, pense. oui, oui. Donc, il est assez détaillé, cette partie-là. C'est bien Avec expliqué. voilà, et il y a beaucoup d'études expérimentales dedans qui prouvent justement que tout ce qu'on nous apprend et qu'on considère souvent comme vrai sont basés sur absolument rien. Et je pense que c'est important de le comprendre, parce que c'est souvent ça qui bloque les gens, c'est ils ont peur il y a une peur maladive du gras et du cholestérol. Donc ouais, c'est important. Le cholestérol est très très important. C'est un élément qui sert à plein de choses. Je crois que 20% du cerveau est composé de cholestérol. Les membranes de nos cellules sont composées en partie de cholestérol. Ouais. Il y a beaucoup Les d'hormones, hormones, hormones ouais. sexuelles, la vitamine D, c'est du cholestérol. Euh, La ville aussi. oui, c'est possible. Ça, j'ai pas regardé, mais ça m'étonnerait pas. Il y a donc oui, il y a tellement de choses. Enfin, c'est comme. Alors, le problème, c'est que l'idée, c'est dans les années 70, ils ont découvert du cholestérol dans les bouchons qu'il y avait dans les artères. Ouais. Ils se sont dit, ah, bah, il y a du cholestérol, il y a des LDL, etc. On ne sait pas trop ce que c'est par rapport aux globules rouges et tout, bah, ça doit être ça le problème. Ouais, mais non, c'est la conséquence. En fait, c'est essentiellement des globules rouges le problème. Pourtant, on va pas dire aux gens de baisser les globules rouges, ce serait illogique. On sait bien que les globules rouges c'est important. Et pourtant, on l'a fait avec le cholestérol. Et oui, en fait, les bouchons, ce sont essentiellement des caillots de sang qui s'accumulent. Et dans les globules rouges transportent du cholestérol aussi, en grande quantité, comme beaucoup de cellules. Comme je disais, les membranes des cellules sont composées de cholestérol. Donc quand on a un amas de cellules comme des globules rouges qui s'agglutinent, en effet, quand on mesure, il y a du cholestérol. Mais ça veut dire pour autant que le cholestérol est venu tout seul de lui-même et a bouché les artères tout seul. Et il y a C'est tout. en quelque sorte inévitable qu'il y ait du cholestérol parce que toutes les Voilà, cellules c'est sont ça. faites de cholestérol C'est ça. de toute façon. Exactement. Donc, ouais, il y a des raccourcis qui se font très vite et souvent, dans les études, ils ont tendance à mélanger cause et conséquence. Ils voient quelque chose, ils disent ah, forcément, du coup, c'est ça le problème. Non, mais c'est peut-être pas ça le problème, il est là peut-être parce qu'il y a autre chose avant qui s'est passé. Mm. Donc, il y a d'autres études du coup un peu plus sérieuses qui vont creuser un peu plus loin, mais qui malheureusement ne sont pas toujours bien publiées, enfin pas publiées, sont pas bien médiatisées. Ou tout simplement un médecin qui, par exemple, aurait été formé il y a 40 ans, lui, il reste sur ses connaissances, et s'il ne se met pas à jour,
et ben, pour lui, il pensera que c'est toujours la même chose, tu vois. Alors que certains jeunes médecins, des fois, justement, se creusent la question, ils disent: «Ah, mais en fait, il y a beaucoup de choses qu'on a appris entre-temps» et ouais, donc il y a un gros travail de mise à jour. Ouais. Il y a aussi au niveau des études, comme tout le monde prend pour acquis que le LDL, qui est le mauvais cholestérol, parce qu'en réalité, c'est pas du cholestérol, comme les gens prennent pour acquis que de faire baisser ça, c'est bien, que c'est bon pour la santé, il y a des études qui vont comparer, OK, on a intégré tel aliment ou on a enlevé tel aliment, puis ça l'a baissé. Donc, tel aliment est soit bon ou soit mauvais pour la santé. Alors que ça, c'est juste un gros raccourci. On part avec les Oui, mauvaises bases. Ce qui fait exactement. donc qu'il y a potentiellement plein d'études qui ont pas les bonnes conclusions parce qu'on regarde un marqueur qui est pas vrai, on le regarde à l'envers, on le regarde avec les mauvaises connaissances. D'ailleurs, c'est assez facile à démontrer, hein. Généralement, ceux qui sont cétogènes depuis de nombreuses années, des fois 10 ans, ont des fois des taux de cholestérol et de LDL, les 2 qui sont très élevés, des fois à 10 grammes par litre, très, très élevés et alors que je crois que maintenant la norme, je crois que c'était 1,5. Si tu es au-dessus, c'est pas bien et pourtant quand ils font bah, du coup, on leur dit de prendre des médicaments parce que c'est pas bien, parce qu'ils risquent d'avoir ils auront forcément les artères bouchées et cetera, si on en croit la théorie lipédique et pourtant quand ils font un scanner coronarien, donc en fait qui vérifie les artères en fait et une échographie de la carotide, c'est tout lisse, il y a rien du tout et malgré tout, on leur dit de prendre des médicaments. Alors que, bah, comme tu disais, c'est un marqueur. Un marqueur peut être interprété en fonction de c'est une interprétation, en fait. Mais ce qu'il faut regarder, c'est vraiment est-ce que tu as le symptôme, la chose que tu veux éviter avant de prendre un médicament. Ce que tu veux éviter, c'est des artères qui se bougent. Si tu as absolument aucun signe d'une artère qui se bouge, tout simplement parce que tu as une valeur élevée dans une prise de sang, pourquoi tu prendrais des médicaments? Ça sert à rien. Euh, ça, c'est voilà. Et il y avait une étude que d'ailleurs je cite dans mon livre qui prouve que 75% des personnes qui font des crises cardiaques et des AVC ont un taux de LDL normal. Mhm. Donc ouais, ça n'a rien à voir. Tu peux avoir un taux totalement normal et pourtant avoir de gros problèmes. Et des bouchons dans les artères pourtant. Tout à fait. Mm. Vraiment, tout à fait d'accord. Euh, Sinon, toi, ensuite, après le livre, est-ce qu'il y a d'autres étapes que tu penses faire? Est-ce que tu planches déjà sur un deuxième livre, une suite à ça, ou d'autres projets? Pas pour le moment. Pour le moment, je laisse vivre sa vie pour le moment. Je soutiens, on va dire, les projets d'autres personnes. Je connais deux, trois personnes aussi qui veulent écrire des livres sur le sujet, de manière plus ou moins, soit en cétogène par exemple, ou en carnivore. Donc, généralement, je les soutiens, je les pousse un peu. Je pousse aussi, j'essaie aussi de faire la publicité de personnes comme toi qui ont un bon esprit, je trouve, Très qui, apprécié. voilà, qui vont dans le bon sens. Et je pense que justement, la visibilité de chaînes comme la tienne sont insuffisantes par rapport à ce qu'elles méritent. Donc, ouais, j'essaie de faire, de rassembler un peu tout ça, d'aider un peu les gens, quoi. Ça va venir, on travaille là-dessus. Euh, Sinon, moi, j'ai pas mal fait le tour de mes questions. Je sais pas si toi, il y a d'autres sujets que tu as envie de parler, aborder aujourd'hui. Oh, j'avais pas fait forcément de liste de sujets, c'était plus en fonction de ce que tu me dis, ce que tu me demanderais, je dirais. Excellent. Ben, moi, c'est sûr que je recommande beaucoup le livre Comprendre l'alimentation cétogène et carnivore. Là, on l'a pas vu, là, c'était flou. Voilà, avec les oursons dessus. Ah oui, je voulais savoir pourquoi avoir choisi des oursons en page couverture. Euh, En fait, pour deux raisons. Déjà, parce que sur les réseaux sociaux, souvent, j'avais un avatar qui était un ours. Et parce que je trouve que l'ours, c'est sympa, parce que c'est un peu comme le loup, et un peu comme nous, d'une certaine manière. C'est ce que j'appelle un carnivore par nature, omnivore par adaptation. C'est-à-dire que la viande est nécessaire pour lui. Il peut même potentiellement se contenter que de viande comme nous. Mais il a la capacité pour autant de manger des fruits et des légumes, du miel, etc. Parce qu'il s'est adapté à ça. Mais c'est pas pour autant que ça lui est essentiel. Mhm. Donc je trouve que c'était
c'est une bonne façon d'imager, puis ça permet comme ça de faire des images humoristiques sans viser une catégorie de personnes. Voilà. Donc j'utilise des avatars, des ours. Et voilà. Sinon aussi à noter que mon livre aussi a été lu par plusieurs médecins. Il a été cité, préfacé par 2 médecins. Alors je sais pas si tu l'avais dans ta version à toi, mais oui, il a été préfacé par une rhumatologue belge et une nutritionniste française. Oui, Donc oui, et c'est préfacé aussi. voilà. Je l'ai Et il est mentionné. actuellement en train d'être lu par un neurologue et sa femme psychiatre, donc Boris et Florence Dufournet. Alors Boris m'a, pour le moment, il n'a pas tout lu, hein, il a dit qu'il l'appréciait et qu'il envisageait du coup d'ajouter un petit mot à la préface tard. Ouais, ben, au niveau neurologique, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est clair qu'un régime carnivore a des bienfaits sur tout ce qui est Ah oui, neurologique et santé mentale. Moi, je l'ai vécu personnellement. Je le vis aussi avec mon fils qui a un TDAH. D'ailleurs, je fais un scoop, j'ai fait une entrevue avec mon fils, mais c'est pas encore publié. Euh, donc, je le vis, mais c'est un sujet qui est un peu plus délicat à parler. Je sais pas, peut-être que tu peux en glisser un mot sur qu'est-ce que les, le régime carnivore peut apporter. alors oui, en effet, les glucides ont un impact majeur sur le cerveau. Au niveau des pathologies neurologiques, mais aussi psychiatriques. Alors déjà, on va dire tout ce qui est un peu commun, comme la dépression, notamment par les fluctuations de niveau de glycémie. Certaines personnes sont plus sensibles et quand la glycémie baisse, le corps génère du glucagon, mais aussi des hormones du stress, telles que l'adrénaline et le cortisol. Et Mhm. certaines personnes, justement, sont plus sensibles et peuvent faire dans ces cas-là de l'angoisse. Donc ça peut créer des dépressions, mais aussi des maladies un peu plus graves, comme la bipolarité. Donc je crois même que la schizophrénie peut être amplifiée par ça, donc ce qu'on appelle des troubles anxieux. Donc oui. Ensuite, c'est aussi contrairement à ce qu'on pense, le sucre n'est pas un carburant sain pour le cerveau. C'est un carburant toxique. Alors, le cerveau a besoin d'une toute petite quantité pour certaines fonctions. Donc, il a quand même besoin de glucides, qui peut créer lui-même à partir des protéines et du glycérol qui est dans les triglycérides. Donc, pas besoin d'apporter de sucre. Mais il a surtout besoin de cétone, et donc du gras, qui est beaucoup plus sain. Et il y a des indices qui prouveraient que euh, les plaques, alors je crois que c'est des plaques bêta-amyloïdes, donc des protéines qui se collent dans le cerveau et qui ont tendance, enfin, s'accumulent dans le cerveau et qui ont tendance à être l'une des causes d'Alzheimer, serait elle-même corrélée, et peut-être même, il y aurait peut-être même une causalité avec la consommation à haute dose de fructose. Donc en gros, manger beaucoup de fruits, beaucoup de miel, beaucoup de sirop d'érable chez Canada, mais aussi beaucoup de céréales, parce que les céréales ont du fructose, pourrait engendrer ce genre de problématique à long terme. D'ailleurs, mon grand-père est mort d'Alzheimer il y a 2 mois, je crois. Il était Mes d'ailleurs, condoléances. voilà, ouais, et merci. Et lui, il avait aussi beaucoup le bec sucré, comme on dit, et il buvait aussi beaucoup d'alcool, donc les deux à la fois, pour le cerveau, c'est pas très bon. Voilà, donc oui, ça peut être vraiment délétère. Et puis, par exemple, l'hyperactivité aussi peut être. Alors, j'en ai pas parlé dans mon livre, j'aurais dû. Justement, l'hyperactivité avec les enfants, justement, avec tout ce qui est la glycémie, c'est un peu comme la dépression, hein. Ça crée du stress, ça crée de l'énergie et ça crée des enfants hyperactifs. Et qu'est-ce qu'on dit? On leur dit de prendre des médicaments. Alors, tout ce qu'ils ont à faire, c'est diminuer le taux de sucre et ils seront beaucoup plus stables. Ouais, donc oui, c'est un gros sujet, la santé du cerveau. D'ailleurs, il y a un livre alors que j'ai recommandé dans ma bibliographie, qui a bientôt été traduit en français. C'est le livre de la psychiatre américaine Georgia Ede, euh, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je me suis inspiré de ses travaux pour mon livre, entre autres, pareil que ceux de Boris d'ailleurs, et justement qui développe beaucoup plus que moi. Je ne sais plus combien il fait de pages, peut-être 500 pages aussi, mais centré sur les maladies psychiatriques, la dépression, la bipolarité, etc. Euh, ouais, c'est son contenu de très grande qualité. Il devrait être traduit en français bientôt. Elle m'a dit qu'il serait traduit, mais je ne sais pas quand exactement.
Ben, ça n'a pas manqué. Si tu as la nouvelle comme quoi c'est traduit, n'hésite pas à me l'envoyer. Je suis toujours à la recherche de bonnes lectures et il faudrait aussi que je prenne l'habitude de me réserver plus de temps sur la lecture. C'est vraiment il y a plein de mines d'or qu'on peut trouver. Euh, Puis je dirais aussi niveau santé mentale, c'est pas juste les glucides. Je pense qu'il y a vraiment Oui, un apport au niveau des toxines, des antinutriments qu'on oui, retrouve c'est vrai, j'en ai pas parlé, dans oui. les plantes. Moi-même, je le vois là, quand j'intègre soit le café ou la camomille sur mon régime carnivore, je suis vraiment capable de voir un effet spécifique que ça a chez moi. Le café, ça va me déprimer, la camomille, ça va me rendre anxieux, alors que c'est supposé de Après, calmer les le gens. café, ça peut être aussi dû à la caféine, qui justement va sécréter du cortisol, donc une Ouais. hormone du stress. Donc, et puis aussi, oui, tu as les oxalates, etc., dans le café et dans d'autres aliments. Et il y a aussi un lien il y aura aussi un lien, par exemple, avec Parkinson et la consommation de certaines lectines. Donc, ils ont apparemment certaines lectines pourraient remonter le nerf vague, et arriver directement au cerveau et s'accumuler et éventuellement, justement, créer ce genre de pathologie. Ils ont remarqué que des personnes qui avaient eu le nerf vague sectionné avaient beaucoup moins de chances de développer Parkinson. Donc, c'est un Mhm. terrain à creuser aussi. Ouais, ouais, tout à fait. À noter que les Euh, lectines, ce sont des protéines végétales toxiques comme le gluten, qu'on précise. ouais, exact. Le gluten qui fait partie de la famille des lectines, qui est une protéine A aussi, là. C'est une chose, peut être plusieurs choses à la fois, là. C'est une protéine, c'est une toxine, c'est une lectine. Euh, donc, tout ça vient ensemble. Le gluten, je fais souvent référence à ça parce que c'est comme la toxine la plus connue, même si les gens ne savent pas nécessairement que En c'est effet, une oui. toxine. La Elle est très caféine importante. aussi, c'en est une, là. Bah, Euh, le gluten, le problème, c'est que ça crée de la perméabilité intestinale. Et du coup, c'est une cause majeure de maladies auto-immunes parce que, en fait, en gros, elle élargit les, la paroi intestinale, ce qui fait que d'autres lectines et aussi des bactéries éventuellement peuvent s'infiltrer dans le sang alors qu'elles ne devraient pas parce qu'elles devraient être trop grosses pour passer. Et c'est comme ça qu'après on a des maladies de peau, on a de la Hashimoto, on a aussi il y a, il y a une causalité qui aurait été démontrée aussi par rapport au diabète de type 1 mhm. et la consommation de gluten par la mère. Donc ils ont marqué Ça, je suis en pas au courant. ouais, c'est parce que tu n'es pas encore arrivé dessus dans le bouquin, Ok. tu verras. Ils ont marqué par exemple qu'en donnant un régime sans gluten à des enfants de 4 ans qui étaient en diabète de type 1, il y avait une réversion du diabète de type 1. Alors après, je ne sais pas si c'était définitif ou pas, je pense pas. Mais en tout cas, il y avait quelque chose de vraiment notable juste en enlevant le gluten. Donc oui, gluten, on se moque un peu du gluten avec les médias, etc. Oui, sans gluten, c'est une lubie. Mais en fait, non, pas vraiment. En fait, non, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Et toutes les personnes sont sensibles au gluten, contrairement à ce qu'on peut penser. Ça diminue tout le temps Alors, tout le monde n'aura pas de maladie auto-immune, mais pour autant, toutes les personnes ont quand même une perméabilité intestinale qui est plus ou moins importante avec du gluten. Donc, c'est jamais bon. Il faut dire aussi que le gluten, la nourriture d'aujourd'hui contient plus de gluten que la nourriture ancestralement. Parce que Mm. justement, à force de faire de la sélection naturelle, on a développé des variétés de blé qui sont plus riches en gluten parce que le gluten, c'est ce qui fait que ça colle, ça fait comme la Il y a de belle ça, et il y a texture au aussi le niveau de fait l'œil. que les lectines sont des toxines. Et C'est des donc, des insecticides voilà, en quelque sorte. voilà, c'est ça. Ça fait des plantes plus résistantes. Mm. Donc, en effet, on a fait des plantes qui créent plus de poison pour être plus résistantes. Mais le problème, c'est qu'on s'empoisonne aussi. Oui, Et d'ailleurs, exact. et ce que je trouve d'ailleurs assez dommage, c'est que quand je suis sur des groupes keto, qui sont plus variés, du coup pas carnivores, vraiment keto classique, alors les gens enlèvent le blé parce qu'il y a des glucides, mais du coup utilisent des farines de gluten 100%. Ça, c'est une catastrophe. Oh, ouais, je savais pas qu'il y avait Oui, des justement parce réserves à que ça. Il y a souvent de la farine d'amande là, qui est très, très ouais, utilisée au ouais, c'est niveau très très keto, là. concentré en oxalate, la farine d'amande. Ouais. Alors quand justement, ils mélangent farine d'amande, farine de gluten, etc. Ça, c'est une catastrophe au niveau inflammatoire. Donc alors ça fait perdre du poids. Ça,
Mais après, ça crée d'autres problèmes, c'est ça le problème. Ouais, c'est ça. Sur le coup, ils commencent le régime cétogène, puis là, ils ont plein de bienfaits, mais t'as les oxalates, t'as d'autres toxines qui peuvent s'accumuler dans le corps à long terme, puis à un moment donné, oh, il frappe un mur, ça va plus, il y a quelque chose, puis là, Mm, ça a tellement bien été sur le régime cétogène que là, ils vont pas nécessairement blâmer tout de suite ça. c'est C'est pas ça. nécessairement le régime cétogène en tant que tel, là, mais c'est la façon de le faire qui met en Voilà, c'est cause. ça. Parce que cétogène, ça veut juste dire manger du gras. Après, il y a plusieurs façons de manger du gras. Par exemple, il y en a qui font du cétogène végétarien, ou végétalien même. Ouais. Techniquement, quand il y en a qui me demandent si c'est possible, d'ailleurs j'ai répondu à une personne aujourd'hui sur ça, je dis oui, techniquement c'est possible, tu peux manger que des graisses végétales et être en état de cétose. Après, par contre, tu risques d'avoir des carences et beaucoup de problèmes de santé. Euh, mais c'est possible, objectivement. Là, il y a cétogène, c'est juste le type d'énergie qu'on utilise. Après, ça fait pas tout. Il faut, et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de personnes qui commencent le cétogène d'ailleurs pour perdre du poids, après veulent davantage de bénéfices pour la santé et ont tendance après à aller de plus en plus vers le carnivore. Mhm. Il y a Ben, c'est beaucoup de aussi carnivores qui sont. que ouais, au niveau du gras végétal, ils n'auront pas les bons profils de gras, là. Ça va être moins riche en gras saturés, beaucoup plus riche en polyinsaturés, en oméga 6 en particulier. Voilà. Donc, ça, Et d'ailleurs, oui. pour parler des oméga 6, oméga 3, ce que j'entends souvent dire, c'est oui, mais le colza, il y a le bon équilibre oméga 6, oméga 3, du coup, ça peut pas être inflammatoire. Ce que je réponds souvent, c'est oui, mais quels sont les oméga 3 qu'il y a dedans? Parce qu'il y a plusieurs oméga 3, ALA, EPA, DHA, Ouais. et les anti-inflammatoires, enfin les oméga 3 anti-inflammatoires, ce sont les EPA. Les EPA, on les trouve que dans la viande, ou peut-être dans certaines algues, on trouve dans un complément alimentaire pour les végétaliens, mais naturellement, dans les plantes qu'on a autour de nous, on n'en a pas. Il y a seulement des oméga 3 ALA, qui Mhm. sont absolument pas anti-inflammatoires. Alors, il y a une petite partie qui sera transformée en EPA, ça dépendra aussi de la capacité de chaque personne à les transformer, mais elle sera vraiment très faible, ce qui fait qu'il n'y aura jamais finalement assez d'oméga 3 pour pouvoir compenser les oméga 6. Donc en fait, il y a beau, même s'il y a 3 fois plus d'oméga 3 dans les huiles végétales que d'oméga 6 dans certaines, c'est comme s'il n'y en avait pas du tout en fait. Il y a toujours que Ouais. des oméga 6 en fait, parce que le reste des oméga 3 sont inutiles. Donc en fait, en mangeant des huiles végétales, on a toujours de l'inflammation. Alors qu'en mangeant de la viande, surtout élevée à l'herbe, ça augmente les oméga 3, là on aura davantage d'oméga 3 EPA. Ouais, Donc le taux de conversion, je pense, entre ALA et EPA, c'est de l'ordre de 5%. Puis oui, ensuite, c'était facteur 20, ouais, c'est ça. ouais, puis après ça, le EPA, puis lui, peut être converti en DHA, parce que le DHA, lui aussi, on ne le trouve pas dans les plantes Voilà, c'est pareil. et il est nécessaire. Mais passer de ALA jusqu'à DHA, on parle de 0,5% Voilà. chez certaines personnes. Et le DHA est aussi très important, ça compose aussi une bonne partie de notre cerveau. Et c'est ce qu'appelle Durjaïd, il considère que c'est un semi-conducteur, donc c'est un peu notre transistor, tu vois, et pour le cerveau. Et justement, les végétariens ont de grosses, grosses carences en DHA. Alors, parce que tout le monde déjà n'a pas conscience qu'il faut prendre du DHA, ils pensent toujours qu'il faut prendre de la B12 et que c'est suffisant. Mhm. Non, il n'y a pas que de B12, il y a beaucoup d'éléments qui manquent dans les végétaux, notamment les oméga 3 DHA. Et dans ces cas-là, ils prennent des algues ou autres, mais pas forcément les formes les plus facilement assimilables et tout. Ouais, c'est compliqué et ça crée des gros soucis. Et ça peut créer des soucis neurologiques. Ouais, puis les algues aussi sur le système digestif, je suis pas convaincu que ce soit très, Ouais, très approprié non plus. il faut voir aussi d'où elles viennent, les algues, parce que souvent, les algues qui sont les plus riches en micronutriments sont aussi les plus riches en métaux lourds. Donc, si tu prends des compléments en plomb, c'est pas toujours forcément une bonne idée non plus. Souvent, j'essaie beaucoup de faire le parallèle avec le côté paléoanthropologie, là, le côté ancestral, parce que si normalement, quand on trouve les résultats, on comprend la science, comprend la mécanique derrière, mais généralement, on peut faire un lien avec comment nos ancêtres mangeaient, comment ils se nourrissaient. Puis, je pense pas que ce soit logique très appropriée. Je pense qu'un homme des cavernes réussissait à aller chercher des algues en grosse quantité et de manger Mm. ça. Et Oui, c'est peu probable. Mm. je pense pas que ça a du sens, là, surtout si on considère que les humains sont allés affronter le détroit de Bering, puis qui ont passé en Amérique, là, qui ont affronté les grands froids. Il ne devait pas avoir beaucoup d'algues à ces endroits-là. Non, je pense pas, en effet. Euh,
C'est bon, ben moi, ça fait déjà pas mal le tour de mes questions. On a débordé un peu. Ça fait environ 1 heure qu'on est ensemble. C'est vraiment apprécié. Fait que je vais éviter de te retenir plus longtemps. Je sais que tu as pas mal d'entrevues à faire dans ton horaire. C'est vraiment apprécié que tu es venu prendre un moment, Alexis, avec moi, avec nous, pour partager cette information-là extraordinaire. Encore une fois, je recommande le livre Comprendre l'alimentation cétogène carnivore. Je vais le mettre aussi dans la description. C'est vraiment un bon livre que je n'ai pas fini. Peut-être que je vais changer d'idée en lisant la deuxième moitié, mais non, pour vrai, c'est vraiment bien fait. C'est facile à comprendre. C'est à la portée de tous. Donc, je te remercie beaucoup. Je te remercie Comment est-ce que également. Excellent. Comment est-ce que les gens font pour te rejoindre s'ils veulent en savoir plus sur toi? Bah, j'écris une page Facebook et aussi tu pourras le mettre en lien, enfin dans la description. C'est Parfait. au dos du livre. Et je viens aussi de me créer une page LinkedIn, donc au nom d'Alexis Rock. Excellent. Je vais Donc, mettre toutes ces informations-là faudra dans que la je, description. faudra que j'ajoute une photo et quelques articles. J'ai juste de le Parfait. créer, il est vide pour le moment. Excellent. Il y a un début à tout. Donc, ben, merci beaucoup, Alexis. Pour tout le monde, j'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à aimer, partager, commenter la vidéo. Et sur ce, santé Je te carnivore. remercie.